c'est une spéciale IAM ce soir. Le groupe mythique est dans les studios d'Europe 1. Akhenaton, Keops et Shuriken sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Salut. C'est un immense honneur de vous recevoir comme à chaque fois que j'ai la chance de vous voir. Vous sortez Rime Essentiel, un nouvel album qui réunit vos 4 dernières EP autoproduits. Les noms des EP sont incroyables. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague et la cinquième vague. C'est un album de 24 titres totalement autoproduits et des morceaux composés pendant le confinement. Et j'ai une question extrêmement simple. IAM en 2022, c'est quoi ? Je pense qu'il y a en 2022 de sûr rien. Laisse-moi réfléchir. Vraiment attends, rien. Non, on a commencé à travailler sur des idées de festival. On a envie de pouvoir aussi défendre cet album parce que c'est vrai que le précédent, Yasuke, pour le coup, le pauvre, il a été. Covid oblige, il est un peu passé à la trappe. Il est passé au pilori, et on n'a pas pu le défendre sur scène. Donc celui-là, on espère pouvoir le défendre encore un petit peu plus longtemps quand même. IAM a eu une prise de parole essentielle et salutaire et je tiens à vous remercier pendant la crise sanitaire. Moi, ça faisait partie de mes petits bonheurs de vous regarder dans le studio ensemble. Non mais en fait, ce qui est incroyable avec ce groupe, c'est que, je le dis ça, et ces groupes, toute génération confondue, très peu de groupes sont vivants. Très peu d'artistes, quand ils sont en groupe, ont des échanges vivants. Et chez vous, on comprenait quelque chose que vous disiez en interview, mais qu'on réalise quand on vous voit, c'est le côté démocratique d'IAM. Ah oui. On comprend que c'est que des gens qui passent leur temps à être d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Et ça dure extrêmement longtemps. Et ça marche. Ça dure extrêmement longtemps. Des fois, on a été obligé dans l'émission, de se discipliner. De trancher dans le vif. Pour trancher dans le vif. Mais alors, on va leur faire des bisous à Tonton Imhotep et à Kefren. Mais par exemple, les débats Kefren-Imhotep, je sais pas, ça peut durer 3 heures, 4 heures, non ? Ouais, des larmes. Des larmes. Le meilleur, c'est de le lancer. Je suis bon pour les lancer. Tu mets l'étincelle et c'est parti. Moi, j'ai très peur de me retrouver avec Keops qui m'envoie des vannes tout le temps dans la tête. Non, ça va. Il est derrière ses platines comme ça, bam bam, envoie les scuds. Question à Akhenaton, comment va la santé ? Très bien. Écoutez, parce que j'ai eu des alertes BFM, j'ai eu des pushs. C'est bien de pouvoir parler. Non, c'était. Ce matin, il a fait ses 400 pompes. Retour du top. Pleine forme. Non, en fait, le problème, c'est que ce qui est annoncé n'est pas exactement la vérité. J'ai contracté le Covid variant anglais cet été. Et j'ai fait une désaturation, mais au bout de 3 heures de réoxygénation, j'étais revenu à un niveau normal. Ils m'ont gardé 3 jours en observation. J'ai pas fait la réanimation, intubation. Les gens à l'hôpital sont très bien occupés de moi, malgré les moyens, plus que moyens. Jamais les moyens n'ont aussi bien porté leur nom. J'ai cru que j'étais à Raqqa, non, j'étais à Marseille en fait. Et ça fait flipper. Parce que c'était pour moi, à 53 ans, ma première hospitalisation. Ce qui était rigolo, c'est que quand ils ont annoncé Toi, tu t'es rentré déjà. qu'il était en réanimation, J'étais chez lui, quoi. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, vous avez fait des morceaux comme la 25e image qui dénonçait la violence des images et de la répétition. Vous avez fait énormément de textes là-dessus sur la violence de la manipulation médiatique. Et quand vous en êtes victime, comment vous l'avez vécu en fait ? Et à ce que ça sorte l'info de l'hôpital, on s'est dit à quel moment il y en a un qui va sortir le truc. Moi, je pense que c'est plus gênant pour la famille en fait. C'est-à-dire que mon fils qui vit pas à Marseille était affolé. Et puis j'ai malheureusement une tante qui est très malade et qui est en soins et qui l'a appris. Elle a failli faire malaise. Donc je trouve ça pas honnête. Et je suis content de pouvoir l'avoir, de le dire à Bruce, parce que avec Bruce Toussaint, on se connaît depuis l'époque de Canal, de la matinale et tout ça. Donc je suis content qu'il m'ait donné la parole pour pouvoir, sur leur propre antenne, dire comment ça s'est passé réellement. Je pense que l'info, elle doit être juste, vérifiée, recoupée. Il faut faire super attention. Avant d'être exactement. Diffusé, pas après. La course au buzz. Aujourd'hui, la course effrénée au buzz, elle est dictée surtout. Il faut que les gens qui regardent ces chaînes d'infos en boucle le comprennent, mais même les gens qui reçoivent l'information en général, parce que l'info presse, c'est pas mieux, c'est que la régie pub fait l'info. Et les régies pub dépendent de Google, de Facebook. Exactement. Et tout comme chez nous, on a connu ça, la régie pub fait les playlists dans les radios musicales. C'est strictement la même chose. Et puis, nous, pareil, on a connu la musique des années 90 avec des DA, des directeurs artistiques. Et puis, à partir au début des années 2000, on a vu les gens de la compta
qu'on ne voyait jamais avant. Le financier qui a pris le dessus. Qui prenait le dessus sur tout le monde dans la boîte. On vient d'écouter Independenza d'Ayam sur Europe 1. Première question sur la première rime. Mon histoire de France à moi commence par un génocide. C'est juste pour resituer à un moment où il y a des tas de gens qui font l'histoire et qui racontent des histoires aux Français. On ne va pas citer de nom, mais l'histoire, elle doit être précise. L'histoire, pour nous, dans le sud de la France notamment, et pour les Occitans en particulier, elle commence par un génocide, puisque les Français arrivent et massacrent tout le monde et mettent les gens, les hérétiques, sur des bûchers. Donc ça, c'est l'histoire. Jugé hérétique. Mais la rime d'après dit « Mais pense et Mossad romance une revanche impossible ». C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le vindicatif de dire « Attendez, il y a 600 ans, on a été colonisé, vous avez brûlé les gens, attendez, on va revenir en arrière et repartir ». C'est pas du tout ça le propos. Par contre, le fait de connaître l'histoire, et c'est pour ça qu'on a choisi le nom d'Ayam, et Joe et Eric en sont témoins ici, c'est que l'histoire sert à avancer. Nos yeux sont dans le pare-brise, mais on sait que les choses dans le rétroviseur compte pour pouvoir avancer et malheureusement ne serait-ce que pour pas dire n'importe quoi et pas reproduire les conneries de l'histoire. Et quand on voit surtout la modernité d'Ayam par rapport au rap américain de l'époque, c'est que le rap américain fonctionne avec le communautarisme américain parce que c'est une société très communautarisée. Et vous, Ayam, il y avait tout de suite la France. Shuriken, Akhenaton, Keops. Et donc, tout de suite, il y avait Marseille au départ. Il y avait Marseille, c'est ça. Mais c'est une identité. Oui, c'est une identité, oui. Oui, complètement. Affirmer. L'identité, elle est importante. Hein. D'ailleurs, dans un des morceaux de Rime Essentielle, on dit l'identité c'est bien, mais l'humanité c'est mieux. L'identité, quand elle est affirmée de manière positive et qu'on la présente aux autres, pas avec des points, mais en faisant découvrir sa culture. Comme quelque chose à partager, oui. C'est ce que j'avais dit une fois. On m'avait dit, qu'est-ce que tu penses de génération identitaire? J'ai dit, s'ils ont envie qu'on découvre l'identité française, c'est une bonne chose à la base. Mais il faut aller au bout. Mais il faut pas le présenter de manière offensive ou en pointant des gens qui sont coupables d'un hypothétique déclin. Il faut le faire en montrant tous les beaux côtés de l'histoire de France, tout ce que la France a apporté à l'humanité. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous, on a conscience dans le groupe, même si on est d'origine étrangère, quasiment tous, hein. Tous. J'allais dire quasiment tous. On a conscience qu'on a d'habiter dans un pays qui est un très beau pays, sauf qu'il ne faut pas renier ni ses valeurs ni son histoire. Il faut faire très très attention. Quand on se réclame du pays des Lumières, il faut faire attention qu'elle reste toujours allumée. Shuriken, il y avait ce morceau sublime, ce solo Où je vis. La question, tu avais posé cette question-là pour décrire le monde dans lequel tu étais. Où est-ce que tu vis aujourd'hui? À quoi il ressemble? Quelle est la différence entre le Où je vis d'il y a presque 20 ans et maintenant? Je dirais que les choses se sont un petit peu malheureusement amplifiées d'un côté, mais de l'autre côté il y a quand même mais alors là c'est plus au niveau cellulaire et au niveau moins général, où il y a quand même encore de l'espoir dans nos discussions, dans les discussions qu'on a avec nos amis, dans certains états d'esprit qu'on peut rencontrer, ou même sur la route. Des gens qu'on rencontre qui, c'est pas une question d'adhérer à ce qu'on dit, c'est d'avoir une même vision de certaines choses. Tu viens de décrire 2 phrases qui résument tout ce que tu viens de dire dans Mirage, quand tu dis je sais plus vraiment où je vis, heureusement je sais où je vais. Je laisse à l'affût, heureusement je sais où je vais. Et cet album-là, il a quelque chose d'assez incroyable, c'est que si je devais le placer moi dans la discographie d'Ayam, je le mettrais à mi-chemin entre l'école et Revoir un printemps. On a l'impression que c'est un album de types qui passent de la trentaine à la quarantaine. C'est ça. Moi, je suis passé de la vingtaine à la quarantaine. C'est ça, on a menti sur nos âges. C'est ça. Moi, tu connais, j'ai été déclaré après, moi, c'est du... Ces gens-là déclarent leurs enfants, n'importe quand. Non, parce que Revoir un printemps, c'était un album sur la paternité, sur la projection, sur le fait d'accepter de vieillir quand on fait du rap. Et sur cet album-là, sur ce nouvel album, qui est la compilation de 4 EP, 4 vagues, pour moi, je le situerais vraiment après l'école. Parce qu'il y a un constat très lucide sur aujourd'hui et il y a le côté rue également. Oui, il y a le côté très brut. Je pense que très souvent, on est guidé par le type d'instru
qu'on a au moment où on fait un album. Tout le temps, ouais. Et comme les instrus étaient beaucoup moins musicaux que ceux de ces dernières années, ils étaient plus bruts. Il y a une chose dont on parle très peu, mais on a eu de la chance de pouvoir retourner vers du sample grâce à de nouvelles solutions. Le côté autoprod qui amène ça. C'est le côté un peu mais autoprod. l'école c'était pas autoprod, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque de l'école, on avait encore un accès au sample, c'était pas encore chaud bouillant. Là, on a travaillé, je vais pas dire mixtape, mais que d'habitude. Pour nous, le challenge, c'était de garder cette touche qui est la nôtre, avec beaucoup de mélodies, des atmosphères très prononcées, tout en contournant le problème lié au sample. Il était là, il y a un des challenges, il était là pour nous. Parce que nous, on aime composer, hein, c'est pas le coup, mais on aime surtout la musique qu'on écoute, elle est composée à 99% de sampling, donc c'est une question de culture. On est dans cette culture-là, et quand on écoute même les prods de très bons producteurs qui savent composer, comme Alchemist par exemple, je le cite, des fois il fait des instrus du no beat carrément, il prend le sample et le rappeur rappe sur la boucle. C'est une forme d'art. Rock Marciano, Alchemist, maintenant Nicolas Craven qui fait des choses comme ça. Mais en termes d'écriture, vous avez, je trouve, d'autres voix. Des voix plus graves, des envies de... Enfin, je trouve qu'il est plus brutal, quoi. Il y a quelque chose où on retrouve la compétition Shuriken Akhenaton. C'est pas une compétition comme anodine, mais c'est le plaisir qu'ont deux MC à rapper ensemble. Ouais, mais ça c'est toujours. Ça c'est toujours. Je pense que je pense que c'est le genre de choses qui se sentiraient de suite si c'était pas encore présent. C'est des choses que nous on aime bien vivre à 100%. Et je pense que si jamais, ça s'entendrait direct à l'écriture. Même nous, je pense avec le recul, il y a des morceaux où qu'on n'a pas réussi, que personne n'entendra jamais sûrement, sur lequel ou lui ou moi estimons qu'on n'a pas fait un couplet à la hauteur ou qu'on n'a pas abordé l'angle. Mais c'est vrai, ce que je disais aussi Chill, c'est que la musique dicte beaucoup le sujet, mais surtout on peut parler de deux sujets, du même sujet sur deux morceaux différents, mais c'est l'atmosphère qui va définir l'angle d'attaque. Et là, on sera forcément différent. Il y a beaucoup de morceaux on en a beaucoup, parce que pour sortir ça. Ah oui, des leftovers. On a des morceaux pas finis, avec Ayam, c'est toujours autant. C'est le double. Oui, vous avez toujours fait ça. Oui, on a toujours travaillé à double. Et qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à rapper? Je pense qu'on a un amour pour ça. C'est notre vie en fait. C'est dur d'expliquer à des personnes. Ça fait partie. Moi j'aime rapper. Pourquoi tu respires? Moi je m'éclate toujours à rapper, à écrire. La scène, là, un mois et demi. Moi je m'éclate toujours. Après je sais pas, je sais juste que je m'éclate. C'est notre vie, la tournée, on rigole, on vit en communauté. Là on s'est quitté hier avec une partie qui est redescendue sur Marseille. C'était Stéphane Colo. C'est presque les larmes, quoi. C'était bizarre. Stéphane Colo. C'est bizarre. Fin de vacances. Et on a eu la chance de faire une tournée dans une période très compliquée, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire une tournée avec des salles pleines. Même si des fois on a été limité dans les capacités. Sans tomber malade. Voilà, on a été limité dans les capacités, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire à ton antenne que c'est devenu compliqué pour les gens dans la musique. Il y a des tas d'artistes qui tournent aujourd'hui, qui remplissent pas les salles. Il y a des habitudes culturelles qui ont changé. Et ça, moi, je trouve ça flippant que des artistes arrivent à faire des tournées, que d'un coup, ils retrouvent pas le cinquième du public qu'ils avaient il y a 1 an et demi ou 2 ans. Je sais pas où ça va, mais en tout cas, nous, de notre point de vue, on s'estime très heureux d'avoir pu la boucler, d'avoir eu tous les gens qui se sont déplacés. Franchement, vous avez une chance de vous être construit sans streaming. C'est encore un privilège qu'on a eu là. Là, je pense que tu as touché un truc important. Oui. Parce que sans streaming. C'est en fait on se bat pour essayer de devenir meilleur en streaming, mais on est obligé de faire des objets parce qu'il y a une grosse partie de notre public qui refuse, qui stream, mais ils veulent l'objet. Mais moi je vous le dis, un album d'Ayam ça se possède. Et il est beau. Je le dis à l'antenne vraiment. Le dernier les albums, moi je les ai tous, j'ai tous les vinyles chez moi, ça se possède. C'est pas. Mais nous on vient de cette école là, donc même d'ailleurs on aimerait bien une réédition vinyle de Sad Hill. Mais il est sorti déjà. Je le trouve pas. Mais il fallait. Alors, on va voir les gens de la radio qui sont pistonnés. On va essayer de te récupérer ça. Ouais, parce que moi, je n'ai plus. Tu sais, les rééditions, pareil. Les rééditions, on aurait pu faire des rééditions de Sagouin, ressortir les disques et tout ça. Toutes les rééditions qui ont été faites en vinyle ces derniers temps ont toutes été remasterisées, regravées par Alex Goffer, qui est
qui est quand même une brute. Et même sur certains albums, on est passé de 2 à 3 carrément. Donc le pressage, il est même meilleur que celui de l'époque. Et on fait toujours attention à nos objets. Je pense que le public d'IAM, c'est qu'on soigne le contenant et le contenu. Exactement, le contenant et le contenu. Exactement. Ça a toujours été la politique. Tu peux écouter le dernier, c'est les sons, c'est les EP de toute façon, mais quand tu écoutes les EP, on a fait attention de pas de mettre que le temps, l'ordre aussi fait partie du disque, pour pas avoir 20 minutes sur une face, 10 sur l'autre. Tous les sons, on a travaillé ça avec les tests press. Je peux te dire que pour nous, c'était comme si c'était notre premier disque. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'admirable dans la carrière d'IAM, au-delà de la longévité, c'est le fait d'avoir toujours cru qu'IAM faisait une carrière et non pas des tubes. Et ça, c'est quelque chose, quand on écoutait un morceau comme Rest Underground après le Mia, c'était dur d'avoir cette ambition-là à l'époque où tout le monde pensait que le rap n'allait pas durer. On avait fait fort, quand même. On a fait mieux même. C'est mieux, le mieux, c'est on a fait mieux quand même. C'est quand on doit faire victoire de la musique le Mia, et que l'on ne veut pas faire le Mia, on fait Sachet Blanc à la place. Je crois que c'est plus que tout, quoi. Mais avec du recul, vous trouvez ça osé? Non, je trouve qu'on a des convictions, et depuis le début on les respecte. Quand on doit affirmer avec fermeté nos positions, on les affirme auprès de la maison de disques, auprès des médias. Même quand on a un avis sur quelque chose et qu'on a envie de le dire, on le dit, on ne calcule pas. On n'est pas dans le calcul du côté clivant que peut avoir nos ou décisions. Ou des répercussions éventuelles de certains propos qu'on peut avoir sur certaines prises de position. On ne se soucie pas trop de ça. Et comment vous expliquez qu'en 2021, où le rap a gagné, où c'est devenu la culture dominante, faire un album de rap avec du rap, c'est underground? Ah oui, parce que on est un groupe connu mais underground un petit peu. C'est parce que le mainstream, le mainstream des années 90 qui nous a ouvert la voie du succès, ce mainstream-là est devenu underground, mais y compris aux États-Unis. Je pourrais citer 2 exceptions, J. Cole, Griselda et Kendrick Lamar, et encore que Kendrick, même les prods, elles commencent à changer. Il fait plus les prods qu'il faisait avec Black Hippie. Mais à part ça, le rap qu'on écoute, c'est du rap confidentiel. Quand on va écouter Vidon avec Darklo, ou qu'on va écouter Alchemist avec Boldy James, ça aurait été des albums qui auraient été peut-être mainstream dans les années 90, parce que Boldy est un super rappeur et que Alchemist est un monstre en production. Et ben aujourd'hui c'est underground, c'est confidentiel. Et nous, je pense qu'on est à la limite entre les deux. On a une grosse notoriété publique et médiatique, mais notre musique a une essence underground encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est plus dur, parce que quand tu es comme ça dans l'underground et que tu es américain, tu peux sampler comme tu veux, parce que tu n'en vends pas beaucoup. Donc tu es à la limite de te faire taper sur les doigts. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on vend beaucoup des masques, qu'on est beaucoup streamé, mais par contre on est connu, donc si on sample, ça fait couper en deux. En tout cas, je connais peu de groupes en France, tous genres confondus, qui remplissent autant les salles qu'IAM. Donc tu vois, il y en avait les best of both worlds. Nous on a le mauvais des deux pays. Non, pas forcément. Ça le parler, quoi. Pas tu peux pas sampler. Je pense que le sampling en France, il est difficile. Alors on rentre technique peut-être pour les auditrices et auditeurs, mais le sampling est compliqué en France, tout simplement à cause des lois sur le sample en France qui sont plus dures qu'aux États-Unis. Mais c'est drôle parce que quand on écoute K-Hop, il y a toujours cette façon de regarder les États-Unis, alors qu'aux États-Unis, aucun groupe n'a votre longévité. Aucun. Ouais, c'est vrai. On se posait la question parce que nous, on écoute du hip-hop depuis début 80 et on a fait le compte. Il y a plus personne, quoi. Il y a Wu-Tang, on va dire Wu-Tang qui sont là, mais c'est presque 10 ans après nous, Wu-Tang d'existence, mais même Wu-Tang, c'est plus concret, ils sont plus là, quoi. Alors aux États-Unis, il y a quand même quelques artistes, notamment des gens un peu pointus qui connaissent l'histoire d'IAM. Et par une des plus grandes fiertés, Beyoncé nous appelait Legends, les légendes. Vous avez fait un morceau avec Beyoncé. Ouais, voilà, quand Beyoncé t'appelle légende, c'est quand même, il y a une fierté à en tirer. On a eu. Moi, je pense qu'à partir du moment où Beyoncé t'appelle autrement que me prends pas la tête, c'est cool. Ouais, je pense que notre passage à Yo MTV Rap, qui pour nous était super important à l'époque parce qu'on était fous de faire Yo MTV Rap, mais un petit groupe de rap. Émission mythique sur MTV. Et je pense que c'est une émission très regardée même par les pros. Les rappeurs, que la saga, ils ont beaucoup vu cette émission et la saga aussi, et je pense que les Américains ont
peut-être pas le public, mais les rappeurs américains ont vu ces émissions-là, tout ça. La saga morceau réalisé avec des rappeurs américains, Sons of Men, voilà. et Royal Fame et Freddy Krueger. Et ce refrain où il dit « Je ne mange pas de porc ». Un refrain islamo-gauchiste, c'est incroyable. Mais donc 99% des Français ne comprenaient pas le refrain. Moi j'ai entendu Never eat ham, never give a damn. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont converti. C'est la rime. Et il y a beaucoup d'entourage du Wu-Tang. Le Wu-Tang eux-mêmes, ils sont 5%. C'est une division de la Nation of Islam qui est elle-même une division de l'islam. Mais on va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez comprendre, je vous conseille de regarder la série Wu-Tang, An American Saga, voilà. Produite et écrite par Reza, qui est une série exceptionnelle, je le dis. Je sais pas si vous avez regardé. Pas encore. Moi, je veux le récupérer et regarder tout ça au calme, ce qui est très rare, le calme. Vous avez vu le film Suprême? Non. Vous me voyez venir? Non. Bah, il est quand le film I Am? Il viendra peut-être quand on s'arrêtera. C'est bien dit ça. Oh le pic. Non, mais c'est comme ça le qu'on pic voit de les danse choses. par Shuriken. Non, c'est parce que, comme on a toujours dit, on n'est pas trop le groupe à s'arrêter, à regarder, à constater ce qu'on a fait, qui on a touché ou pas, on avance. Ouais. Déjà, légende, c'est dur. En légende, c'est quand tu meurs. Donc, c'est pour ça que mais donc pour l'instant, on est toujours en activité, on s'éclate toujours, on a bien l'intention de rester. Vous, les gars. Voilà. Je suis pas d'accord avec vous parce que je trouve que c'est justement parce que vous êtes là qu'il faut la raconter cette histoire. Oui, alors je pense et qu'il faut les faire nouvelles générations ont vraiment raconter besoin une de histoire, comprendre. c'est différent. Oui, je suis d'accord. Tu sais, moi, par exemple, sur le hip-hop, moi, je trouve qu'Hip Hop Evolution est un documentaire très réussi parce que nous, on était là-bas et on a vu comment le rap évoluait. Et en France, on avait beaucoup cette vision zoulou du rap avec Bambata. Hip Hop Evolution offre une autre vision du développement du rap, même si il y a même des doutes sur le fait que Brooklyn n'ait pas eu des gens comme Grandmaster Flowers qui étaient antécédents aux gens du Bronx. Bref, c'est pas le débat. Mais vous réalisez pas que personne ne sait dans la nouvelle génération qu'à un moment, à Marseille, il y avait des gars qui sont partis de nulle part. Un qui travaillait dans le métro, l'autre qui traînait, qui était aux États-Unis, qui était avec les plus gros, qui a fait des matchs de basket avec qui a perdu un survêt face à des stars du rap américain, et que des années après, ça joue devant une pyramide. Après, ça fait monter Rakim sur scène. Enfin, vous êtes des oufs de pas le faire. mais justement, c'est pour ça que je pense aussi que ce que disait Joe, c'est pas nécessairement une pique, c'est en fait l'état d'esprit du groupe. C'est ça. Et on l'a dit en début d'entrevue, on est pour l'instant, on n'a pas les yeux encore trop dans le rétro. On avance. On est dans le pare-brise, on est plus dans la réflexion de qu'est-ce qu'on va faire. Quand tu nous demandes qu'est-ce que tu vas faire sur 2022. 2022, on va faire des festivals. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le festival? Quel morceau on va répéter? Comment on va organiser ça? Comment on peut surprendre tous les gens qui sont venus sur la tournée? Comment on peut faire encore mieux que la tournée d'avant? Mieux que la tournée. Et c'est cette mentalité que vous avez, c'est quel est ton meilleur morceau? Le prochain. Le prochain. Voilà. Quel est le meilleur concert? Le prochain. Et je pense que c'est une mentalité en fait qui est une mentalité purement hip-hop. Alors pourquoi est-ce que le rap a contaminé les auditeurs et pourquoi la mentalité hip-hop n'a pas contaminé la France? Ah, ça c'est plus compliqué, parce que je pense que la France c'est un pays de forme. Et c'est un pays, malheureusement, un pays d'étiquette qui comprend, qui conçoit l'emballage, le carton, mais qui ne conçoit pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et malheureusement, peut-être les valeurs du hip-hop n'ont pas infusé dans ce pays. Mais tu sais, même aux États-Unis, je trouve que c'est très en recul ces 10 dernières années. Il y a du recul. Mais en même temps, le hip-hop, il est à l'image de la société, comme on dit toujours, au sein de laquelle il évolue. De toute façon, ça permet de tirer beaucoup de conclusions. Je pense que ce qu'on voit ici, quand tu nous dis que la nouvelle génération ne connaît pas l'histoire de, par exemple, la nôtre, mais je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs américains de maintenant qui connaissent pas leur histoire américaine du hip-hop chez eux aussi. Non, mais je pense que Lil Uzi Vert ne connaît pas du tout qui est Big Daddy Kane. Voilà, donc c'est pareil, et pourtant c'est un pilier. Il y a on a fait un entretien avec Burna Boy, qui est plutôt issu du Nigeria et qui est maintenant une icône de la pop mondiale, qui nous disait, voilà, j'en ai marre que la culture hip-hop serve d'abrutissement des masses, en fait, qu'on mette en avant la débilité et que la débilité soit encensée. Alors Burna Boy, en plus de ça, je vais pas complètement faux. C'est pas complètement faux ce qu'il dit, mais en plus de ça, musicalement,
des fois, pour moi, il est plus dans la vérité de ce qu'est le dancehall à mon goût, que certains les Jamaïcains qui ont pris un virage électro, variéto, popo anglo. Exactement. Mais c'est intéressant, le sens de ma question, c'est aujourd'hui quand on voit des rappeurs se mettre des diamants sur le front et qu'on en fait des stars, que les propos débiles ils soient légitimes. C'est ce que dit Jo, la société a infusé dans le rap. Le problème, c'est que le rap est une contre-culture quand elle est minoritaire, elle devient la culture quand elle est majoritaire. Le seul souci de la complexité du hip-hop et du rap, c'est que dans ce même mouvement, tu vas avoir la culture et la contre-culture dans la même musique. Et ça, c'est rarement arrivé dans l'histoire de la musique. N'importe quel courant musical. Moi, je peux comprendre que des gamins s'attachent à certains trucs, ils grandissent dans une société et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut se renseigner sur ce qu'a été cette culture, ce qui a amené ce mouvement-là, ce qui a amené cette musique-là. Et forcément, tu vas avoir ce que nous, on appelait à un moment donné dans un de nos textes du rap de droite. Tout simplement parce que les rappeurs sont de droite. C'est parce que les valeurs de droite infusent dans une culture mainstream, tout simplement. Ça profite à qui ? Je sais pas à qui ça profite. Je pense que ça profite aux artistes. Des modèles qui inspirent la jeunesse avec l'autodestruction, la stupidité. Des fois, il y en a certains qui se servent de la stupidité pour faire vendre. Donc, faut regarder à l'époque. Ouais, et ça profite au maître. Au moment donné, celui qui tient le fouet, ça l'arrange bien que son ex-esclave révolutionnaire le conforte dans ses positions par ses actes, ses propos. Et face à la guerre pour lui. Donc la meilleure façon d'avoir fait taire les rappeurs, c'est de leur avoir donné de la lumière. Je ne sais pas si c'est ça réellement. Je pense que la meilleure façon d'avoir fait taire les rappeurs, c'est d'avoir ramené des gens qui étaient de la culture mainstream, qui étaient des quartiers, qui écoutaient des musiques pas du tout ancrées dans le rap, et leur avoir donné la possibilité de faire du rap, comme la télé-réalité a donné la possibilité à des gens de devenir des, entre guillemets, stars. En tout cas, il y a beaucoup de styles de rap. Donc chacun a une mentalité différente. Peut-être ce que tu as dit, c'est une certaine catégorie de rappeurs. Ouais. Qui ont été non majoritaires et je pense que tous ces gens-là ne rapperaient pas si le rap ne générait pas de l'argent. Ouais, exactement. C'est ça le hit. On fait du rap pour l'argent. Rappelle-toi quand on était dans le quartier et que les mecs qui nous regardaient passer, qui écoutaient soit de la funk, soit de la pop, ils faisaient au rappeur et ils faisaient un mouvement de breakdance, ils faisaient la vague. Ça les intéressait pas le rap. Aujourd'hui, des gens qui rappent, c'est eux. Il y en a ceux qui se moquaient de vous. Ceux qui se moquaient de nous. Mais tout simplement, c'est culturel. C'est parce que la culture a été rendue d'accès possible. Et au bout d'un moment, je veux pas jouer le rebelle à 2,50 ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, c'est toujours les gens qui sont puissants et qui créent la technologie et les moyens de communication qui sont à la baguette. Hein. Donc, et ils sont souvent en claquettes et en chaussettes à la Silicon Valley. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est ça. Pouvoir au peuple. Est-ce que le peuple a le pouvoir en France ? Le peuple n'a le pouvoir nulle part, réellement. Mais la démocratie française fonctionne par exemple beaucoup moins bien que la démocratie américaine, même s'il y a de gros défauts aux États-Unis. En France, c'est le système de cette république-là qui ne permet pas au peuple d'avoir le pouvoir. Pourquoi citer Primo Levi dès le début du morceau ? Je trouve que c'est une belle image de citer quelqu'un qui a survécu à la pire des horreurs, c'est-à-dire à l'élimination de masse, à l'extermination de masse. J'aurais pu citer quelqu'un qui a survécu à l'esclavage aussi, et qui dit les monstres existent, mais c'est les gens ordinaires qui exécutent les ordres qui sont les plus dangereux. C'est qui les monstres aujourd'hui pour vous ? Je pense que c'est les gens qui engrangent tellement d'argent à un point où l'humanité passe au second plan. Les Galactus. Voilà. Ouais, et ce sont des gens qui s'accommodent de la situation dans laquelle on vit. Galactus, c'est le dévoreur de monde dans l'univers Marvel. Exactement. Voilà. Et donc, je pense que ces gens-là, les gens qui font passer leurs intérêts propres avant ceux de la planète et de la totalité de l'humanité, sont des monstres. Il y en a déjà des dévoreurs de monde. Hein. On en a. Hein. Qui vous fait peur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Je pense que je veux pas dire ça, mais ma seule crainte, elle est pas ricochet, elle est pour mes enfants. Moi, personnellement, peur. Non, rien. Rien. Shuriken ?
Pareil, comme je dis toujours, on est plus proche de la fin que du début. Par contre, on a nos enfants, on a nous, donc on n'a peur de rien. Nous, si on doit y aller, on ira. Kéops. Que ce soit clair. Tu peux dire une connerie ? Bah évidemment. J'ai peur qu'on puisse plus jamais gagner la Ligue des Champions. Je savais que tu allais dire. C'est une frayeur énorme. Et c'est une des préoccupations des plus importantes. Cet album, c'est la compilation des EP première, deuxième, troisième, quatrième vague. Là, on parle de cinquième vague. Comment vous vous sentez, vous, à l'annonce de l'approche de tout ça ? On est dans le coup. Hein. On est dans le coup, il y a l'album. Dubitatif. Par contre, s'il y a une sixième, on est mort. On n'est plus dans le... Non, c'est ça. On se sent. Parce que je le dis. On n'avait pas prévu, on retourne 6 mois en studio, on sort 5 vagues encore. Je le dis vraiment parce que je vois des vidéos sur internet où vous êtes récupérés par des sites des fois un peu conspirationnistes. Ouais. IAM arrive dans les studios d'Europe 1, geste barrière, masque, Akhenaton a du gel hydroalcoolique dans les mains. Ah, il n'est pas moi, il est au studio. Voilà. Je m'amuse avec. Il y a beaucoup de gens qui ont dû le toucher. Attends. Merde, je vais en utiliser un peu du coup. Hein. Je vous montre un truc. On sait jamais. Ouais, tu vois. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, vous y faites quand même attention à tout ça. Oui. Moi, la bouteille, ça s'appelle le respect. Un minimum de responsabilité aussi, quand même. Bienvenue. Merci. Guy de Besbar, Guy de Barbès. C'est ça. T'as 23 ans. Ouais. Comme ton nom l'indique, tu viens de Besbar, donc Barbès, 18e arrondissement de Paris. L'album Coco Jojo, sur lequel on retrouve des collaborations avec Hamza, ZKR, Taïk et Mayo, est sorti. Tu fais partie du Classico organisé Paris-Marseille. Ton album, c'est une des surprises de cette fin d'année parce qu'il y a eu plein de gros albums. Et il a l'héritage de Fab et de la Secret Connection sur ses épaules quand même. Hein. Exactement. Il a des responsabilités. Parce que Barbès, c'est une école du rap. C'est une école du rap. Plein de gens disent que le rap français, en tout cas parisien, est né aux abesses avec la connexion Assassin NTM. Est-ce que toi, en grandissant là-bas, tu avais ce truc de je suis dans un quartier où le rap a ses lettres de noblesse ? Ouais, fort quand même. T'as vu, quand tu regardes des groupes comme La Scred, ça nous a à peu près bercé. Hein. Tu vois, c'est les premiers artistes où il y avait de la musique pour nous. Tu vois ce que je veux dire ? Avant qu'on connaisse le grand public. Puis c'est des artistes pointus qui écrivent bien. Il y avait de la plume. Hein. C'est vraiment des gens avec qui on s'est toujours bien entendu, en plus musicalement et humainement. On leur fait un big up d'ailleurs. C'est vraiment une belle équipe et une belle école, celle de Barbès. Je pense qu'on avait des affinités aussi avec eux parce que, comme nous, on est d'un quartier de ce genre-là, plus qu'on n'est pas des cités. On habitait au centre-ville. Un quartier haut en couleur. Voilà. Donc on est d'un vieux quartier, nos familles sont des vieux quartiers et on est baigné par l'atmosphère d'un quartier-village un peu comme Barbès à Marseille. Que ce soit le Panier, Belzun, sous la Plaine, c'est des très quartiers. Vivant, voilà. très vivant. Guy, ça représente quoi pour toi, IAM ? Bah, IAM, moi j'ai écouté quand j'étais petit. Hein. Ouais. T'as vu, je te mens pas. Les anciens, on va pas se mentir, les anciens. Non, j'ai écouté quand j'étais petit, mais tu connais, ça fait partie aussi des groupes qu'on devait connaître, tu vois ce que je veux dire ? C'était obligé, tu vois, comme pour mes oncles, etc. Tu vois, t'as vu, c'est ça le rap français. Il y a quelque chose qui est. Vous avez un point commun, c'est que IAM, c'était le premier groupe dont on disait ils sont extrêmement pointus, professionnels et tout est calculé. Et Guy de Besbar, t'as ça dans ta musique. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect enjaillement où t'as quelque chose de très festif, mais en réalité, tout est très méticuleux. Tu sais, je dis un truc. Moi, quand je fais écouter les sons à des plus grands que moi, comme IAM là, ils sont là, moi j'ai honte. Pourquoi ? Parce que je me dis, c'est pas les mêmes lyrics. On est un peu plus déchaînés dans nos périodes, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, les codes, ils sont différents. Ouais, mais toi, t'es quand même sérieux dans ce que tu fais. Ouais, quand même. Je me prends au sérieux dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Exactement. C'est pas le fruit du hasard. Les codes sont différents parce que la génération est différente. Mais après, il y a quand même des marqueurs qui restent les mêmes. Et puis, je te rassure, moi, j'ai 3 enfants, dont un peut-être qu'à ton âge, j'ai de la drill à la maison toute la journée. Toute la journée. Et puis la grille de lecture de la musique de nos enfants. La drill de lecture. La drill moi, ils écoutent pas que de la drill, en fait. Moi, je retrouve les codes de la musique et j'arrive à comprendre que tu n'as pas à avoir honte. C'est juste ta génération, elle a créé un genre musical qui certes s'appelle le rap aussi, mais qui est une autre branche du rap. On en parlait tout à l'heure. C'est normal. Tu sais, après, au bout d'un moment, quand le rap il devient tellement vaste, tu vas avoir 10 000 variétés avec des trucs intéressants, des trucs pas intéressants. C'est des questions de goût. On a toujours dit il y a autant
de rap que de MC. Nous on avait le Dirty Il y a South autant de rap à la même différents. époque, qui est un petit peu Bon Tugs et le Harmony. grand-père de ce que tu fais. Quoi. C'est la musique. Bon Tugs, des mecs comme Bon Tugs et Harmony, ils étaient en avance. Hein. Et puis surtout, la musique aussi de Guy de Besbar, c'est une musique avec énormément de description de la réalité. C'est une musique hyper cinématographique. Donc la réalité que tu vis, c'est ce que tu décris. Ouais, c'est grave à l'image, c'est vrai. C'est celle que IAM racontait il y a des années en pire en fait. Donc ton quotidien, finalement, t'arrives à en faire un truc très dansant. Ah, c'est cool. Et positif. C'est cool. En fait, tant que ça reste dans la bonne humeur et que ça fait passer un discours pas forcément négatif, où il y a des tournures de phrases, où je vais expliquer des trucs, mais tu le prends dans le bon sens du terme, c'est le plus important pour moi. Si on nous demande quel genre de rap on fait souvent, c'est une question qui nous horripile. C'est pour ça qu'on a écrit un morceau qui s'appelle Rap inconscient. Mais on dit on fait du rap orthodoxe. Le rap orthodoxe en grec, ça veut dire droit dans la règle. Okay. Et la règle du hip-hop, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et en fait, quand tu fais du hip-hop, tu as tes codes, tu crées ton propre truc. Après, forcément, quand tu ratisses large, on en parlait tout à l'heure. Faut pas oublier le do it yourself. Il y a des gens qui font du rap pour les mauvaises raisons, parce qu'ils veulent réussir, ils veulent percer. Ok. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, tu fasses du rap aussi parce que tu aimes cette musique, quelle qu'elle soit festive, qu'elle soit engagée. Il faut que tu aimes ce que tu fais et que tu apprécies. Et aimer ce que tu fais, c'est aussi savoir écouter les autres. Nous, l'essentiel de notre temps, on écoute ce que les groupes qu'on aime font. Ah, tu as écouté le nouveau ça, tu as vu comme il rappe, tu as vu son couplet, tu as vu les prods. Tous les jours, tous les jours. Tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai fait un point sur ce qui est sorti. En fait, nous, on fait le briefing sorti presque tous les jours maintenant. Guy, tu te vois continuer jusqu'au même âge qu'Ayam ou pas? Pourquoi pas? Ouais. Ah oui. Pourquoi pas? T'es bousillé du rap pareil en fait. Ouais, moi j'aime trop la musique. Ouais. C'est un truc de ouf. T'as commencé à rapper quand? Bah, j'ai commencé vers 13-14 ans. Ouais. 13-14 ans, je me suis mis dans le bain. Après, moi, j'écoutais beaucoup de Son Carré, tu vois. Beaucoup de Son Carré, c'est ce qui m'a vraiment bercé, tu vois. C'est qui ta plus grosse influence? Tupac. Donc c'est un mélange d'enjaillement et de message. Ah non, moi je l'idole des quartiers numéro 1. De fou. Non, c'est pas. Après, moi, c'était vraiment par rapport à l'état d'esprit. Ouais. Vraiment par rapport à l'état d'esprit. Quand je me suis intéressé à son histoire, le discours qu'il voulait vraiment apporter, sa mère, etc. Les Black Panthers. Là, je me suis mis dedans à fond. À fond, j'ai dit non, moi, je vais être comme lui. C'est vrai que sous l'aspect entertaining de Tupac, il y avait une histoire incroyable. Ouais, fort. Il y a un vrai background. Là, c'est toute une atmosphère, c'est tout un délire. Et moi, ce que je kiffe dans cet album de Guy de Besbar, c'est cette pochette. Ah, la pochette. C'est-à-dire que cette pochette, pour moi, c'est une déclaration d'amour au quartier, en fait. C'est de mettre un petit, tout simplement. De l'amour pour le peuple. Ah, grave. C'est qui ce petit en pochette? Alors, ce petit-là, c'est Bebeto. Ouais. Bebeto, il a fait partie de ma remontada. Ouais. On appelle ça la remontada chez nous parce que il y a des périodes où c'était pas forcément, on n'était pas forcément au top. Dans une bonne, voilà, au top. Tu es plus down et puis il y a des périodes où tu es plus. Ouais, et la période de remontada, Bebeto, c'est un petit de 8 ans. Il a fait partie de cette remontada. Il y a un clip qu'on a fait. Les gens ont bien kiffé sa bouille. Et il a beaucoup joué, tu vois, dans tout ça et il venait dans tous mes clips. C'est la mascotte en fait, c'est la mascotte, exactement. La figure emblématique. Il y a aussi quelque chose qui change dans vos générations, c'est le laps de temps entre un album. Avant, ils sortent un album, c'était tous les 5 ans, après tous les 3 ans. Chez nous, on était particulièrement long entre les albums. Bah, vous êtes Marseillais. Mais parce qu'on était beaucoup sur la route surtout. Entre chaque album. Oui. Et il y a aussi, on faisait des tas de projets annexes. C'est ça aussi, c'est qu'il y avait de l'espace entre les albums d'Ayam, mais par exemple entre l'école et Revoir un printemps il y a 6 ans, mais entre, tu as Taxi, tu as Sadil, tu as Où je vis, Sadil Impact. Tu as Sadil Impact, Comme un aimant, Chronique de Mars. Tu te rends compte tous les albums qui sont sortis? Donc le rythme de sortie. Ouais, mais Guy, qui a attendu 5 ans, il a crié. Et non, il a dit quoi? Non, 5 ans quand même, je savais pas. Hein. Non, parce qu'ils ont des règles pressurisantes aujourd'hui sur leur génération. Ça va à la vitesse de ce qu'ils ont dans leur phone. Donc ils ont l'impression que si tu n'es pas là 6 mois, ça y est, t'as coulé. Ouais, parce que le truc qu'il faut savoir aujourd'hui pour nous, bah pour moi qui est en train de... Je commence à comprendre que t'as vu, c'est comme si t'avais une sorte de noyau et tu dois nourrir ce truc à chaque fois, tu vois. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Mais c'est quoi aujourd'hui ton métier? C'est artiste, mais il y a aussi la casquette à côté. C'est que tu entreprends ce que tu fais, il y a une gestion de l'image, tout est très calculé en fait. Après, non, c'est pas calculé. C'est juste qu'on fait un travail dessus, on fait attention. Tu vois, pour moi, calculer, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, tu vois, on a comment t'expliquer, genre, moi, on peut m'identifier. Tu vois, là, j'ai une petite touffe, mais habituellement, j'ai des tresses, etc. Tu vois, j'ai
j'ai un lexique qui fait que les gens ils savent que c'est moi, tu vois, je suis devenu identifiable. Et c'est un truc que je travaille. Voilà, exactement. Voilà, en fait, tu t'es dit, il faut que j'arrive avec des gimmicks, avec une attitude, Coco Jojo, ça flingue. Ouais, non, fallait que je casse le délire. Ouais. Fallait que je casse le délire. Je voulais rapporter un truc, tu vois, j'aime bien créer. Les créateurs, pour moi, c'est les artistes. J'aimais ce qu'il a dit, pas calculer, travailler. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire, quand il y a le calcul, c'est qu'on pense en musique avant de la faire et puis on l'emballe pour la faire. Bah oui. Quand on travaille quelque chose, c'est qu'on fait sa musique et puis qu'après on travaille tout le kit de l'image pour pouvoir vendre sa musique, mais une fois qu'elle est faite. Et c'est ça qui fait pour moi la grosse différence dans le genre de rap aujourd'hui, à savoir ceux qui font le rap pour les bonnes raisons et ceux qui le font pas pour les bonnes raisons. Avant de faire du rap, t'as fait du foot de haut niveau, t'as été recruté par le Paris FC et le Red Star. Est-ce que le rap, c'est un sport de haut niveau ? Si on veut durer en tout cas. Ouais. Je pose la question à tout le monde. Hein. Ouais. Moi je pense, pour ma part, quoi qu'il arrive, à un moment, t'as vu, si tu fais que des volets, tu tombes dans la cour des grands au bout d'un moment. Et ouais, t'es en Ligue 1 dans le rap. C'est comme ça que j'appelle les choses, tu vois. Shuriken dirait que c'est un art martien. Un art martial, ouais. Oui, complètement. Mais ça, on l'a toujours dit. Hein. Il y a ce côté compétition, ce côté sport, ce côté. À partir du moment où il y a de la performance, il y a tout ce qui va avec derrière, l'entraînement, la répétition, l'entretien, tout. Et l'hygiène de vie, en fait. L'hygiène de vie. C'est important. Très important. Ouais. Après, tu sais que moi, si je peux en placer une. Pour un rappeur. T'es invité, frère, pour ton album. Oui. Tu peux en placer 2000 même. Ça tue. Pour moi, pour un artiste, l'hygiène de vie, elle est pas forcément nécessaire. Mais c'est bien d'avoir une hygiène de vie dans le délire où. Quand tu as 23 ans, elle n'est pas nécessaire. Ouais, c'est vrai. Mais par exemple, moi, je suis en studio, je bosse la nuit. Oui, mais la nuit, si tu devrais faire. Nous, on l'a toujours ça. Bien sûr. Moi, je suis toujours. Si tu devrais faire 5 concerts. Ça va, t'as le droit de te coucher tard. Mais 5 concerts par semaine, et tu enchaînes dans le bus et tu repars, et ça, tu fais ça pendant 3 ou 4 mois. Je peux te dire que si tu as une hygiène de vie, tu tombes au bout d'un moment. Tu tiens 15 jours et après, tu es fini. En tout cas, je vous le dis, on voit toutes les semaines des rappeurs sortir des albums. Et j'ai une petite expérience là-dedans et je sais quand un artiste va durer. Et Guy de Besbar, je te le dis que t'es là pendant très très longtemps. Merci mon frère, je te le signe en face d'Ayam. On lui souhaite, j'espère bien. On lui souhaite tous ici. En tout cas, je le dis, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Rime Essentiel, le nouvel album d'Ayam est sorti. L'album de Guy de Besbar est sorti. Les deux sont des tueries. Guy, tu reviendras dans une émission très très longue. J'aimerais qu'on passe du temps ensemble à parler. Avec plaisir, t'inquiète. Et l'album, c'est une tuerie vraiment. Je suis super content de vous avoir réunis. Yes. Un mot de la fin un peu plus triste. Il y a quelqu'un qui on n'a pas rendu hommage, qui a traversé la carrière d'Ayam, c'est Karima, qui posait sa voix sur les Bad Boys de Marseille. Est-ce qu'on peut dire un mot sur elle avant qu'on se quitte ? Moi j'ai appris la nouvelle. Ce qui m'a sidéré, ça a été d'apprendre son départ. Longtemps après, on avait entendu. On avait des doutes, mais on s'est demandé si c'était elle. Puis on a cherché avec des personnes proches et on a su que c'était vrai, quoi. Pour moi, c'est en fait chaque fois qu'on a croisé des gens et qui malheureusement nous ont quittés, et Karima était jeune, hein, mais j'ai tous ces souvenirs du clip de Bad Boy à New York ou des enregistrements à Naples avec elle. Elle a mené vraiment quelque chose dans la FF et c'était une belle personne, une fille extrêmement gentille. Ça nous a beaucoup touchés. En tout cas, on se quitte avec les Bad Boys de Marseille. C'était Guy de Besbar et Ayam sur Europe 1, réunis pour la première fois à la radio et je n'espère pas pour la dernière. Je sens qu'un morceau va arriver. Je vois Guy de Besbar, il est chaud. Ça va se passer au studio et on écoute les Bad Boys de Marseille.